Dans cette présentation, nous allons examiner l'actualité fiscale et sociale qui résulte des lois de finances pour 2018. En effet, la loi de finances pour 2018 ainsi que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 ont adopté une série de mesures, à la fois donc fiscales et sociales, qui s'appliquent directement aux loueurs d'hébergement chez l'habitant, c'est-à-dire principalement les loueurs de chambres d'hôtes, de meublés de tourisme, classés ou non classés, et de gîtes ruraux. Au total, ces lois procèdent à la mise en œuvre de 9 mesures fiscales différentes. Donc nous allons aborder successivement ces 9 dispositifs, les uns après les autres, et nous allons commencer par la première disposition. Donc la loi de finances pour 2018 procède à un relèvement assez substantiel des plafonds des régimes fiscaux du micro-BIC. Il en est de même du plafond du régime du micro-BNC. Avant cette loi, les personnes qui font application de ce régime simplifié du micro-BIC ou du micro-BNC pouvaient donc relever de ce régime dans la mesure où le montant annuel des recettes ne dépassait pas 82 800, s'agissant des activités d'achat-revente, de restauration, d'hôtellerie, location de chambres d'hôtes et meublé de tourisme classé. Eh bien, cette limite de 82 800 est relevée à 170 000 euros. Autrement dit, les prestataires en question peuvent réaliser une activité tout en relevant de ce régime simplifié à raison ou jusqu'à hauteur de 170 000 euros de recettes, sans obligation de tenir une comptabilité. Par ailleurs, les autres activités commerciales, telles notamment les locations de meublés de tourisme non classés, ou encore les prestations, les locations d'hébergement dans les campings, ainsi que les activités artisanales et libérales, faisaient l'objet d'une limite de chiffre d'affaires ou de recettes de 33 200, et cette limite est relevée à 70 000 euros. Pour mémoire, et là-dessus, la loi de finances ne change rien, que dans le cadre de ces régimes simplifiés d'imposition, que sont les régimes micro-BIC, BNC, les contribuables concernés sont dispensés de tenir une véritable comptabilité. Le résultat est déterminé par la mise en œuvre d'un abattement forfaitaire qui est réputé correspondre à l'ensemble des charges. Donc pour les recettes qui relèvent de la nouvelle limite de 170 000 euros, l'abattement, qui n'a pas changé donc, est de 71%. Donc dans ce cas, le résultat fiscal est égal à 29% des recettes réalisées. Pour les recettes qui relèvent de la limite de 70 000 euros, quand il s'agit d'activités commerciales, autres que celles que nous avons vues précédemment, ou encore de l'activité artisanale, là, l'abattement est de 50%. Autrement dit, donc, le résultat fiscal est égal à 50% des recettes réalisées. Et puis enfin, pour les recettes qui relèvent de la catégorie des BNC, la limite d'application de ce régime en termes de recettes a été relevée de 33 200 à 70 000 et l'abattement applicable pour déterminer le résultat est de 34%. Autrement dit, le résultat fiscal est égal à 66% des recettes réalisées. Alors la deuxième disposition qui provient de cette première réforme et qui est issue de la loi de finances pour 2018 concerne la TVA. Jusqu'en 2017, les personnes qui font application du micro-BIC ou du micro-BNC, c'est-à-dire un régime très simplifié d'imposition et de déclaration, ces personnes pouvaient faire application de ce régime d'imposition simplifiée dans la mesure où ils n'étaient pas soumises à la TVA. Là-dessus, la loi de finances change complètement les règles, puisque désormais, les personnes qui font application du micro-BIC ou BNC peuvent, si elles le souhaitent, ou doivent même, dans certains cas, être soumises à la TVA. Alors plus précisément, il faut distinguer deux situations. La première hypothèse, cela concerne les personnes qui sont donc au micro-BIC, ayant des recettes qui ne dépassent pas les anciennes limites, à savoir 82 800
ou 33 200. Donc les personnes font application du régime du micro-entreprise, ont des recettes qui ne dépassent pas les limites que je viens de préciser, et là, les contribuables en question peuvent choisir entre ne pas être à la TVA, c'est-à-dire relever du régime de franchise en base de TVA, ou opter pour la TVA. Donc ça, c'est la nouveauté importante, à savoir que aux micro-entreprises, lorsqu'on a des recettes qui ne dépassent pas, je me répète, soit 82 800, soit 33 200, selon le type d'activité exercée, ces personnes peuvent désormais opter pour la TVA et toujours rester soumises au régime du micro-entreprise. Toujours ces personnes qui relèvent du régime du micro-entreprise, mais avec des recettes supérieures à 82 800 euros ou supérieures à 33 200 euros, mais en deçà des nouvelles limites de 170 000 ou de 270 000, eh bien, ces personnes doivent, en principe, faire application de la TVA. Autrement dit, les personnes en question relèvent donc du régime du micro-entreprise, mais parce qu'elles ont des recettes annuelles qui dépassent les limites que je viens de préciser, elles doivent faire application de la TVA. Enfin, dans la mesure où les activités en question ne sont pas exonérées de TVA. En effet, il faut rappeler que, par exemple, les locations de meublés de tourisme sans prestation par hôtelière sont exonérées de TVA, quel que soit le montant des recettes. Donc la troisième réforme concerne l'application du microsocial. Alors je rappelle les principes de ce dispositif. Le dispositif du microsocial concerne les personnes qui relèvent d'un régime micro-BIC ou micro-BNC, dans le cadre des nouvelles limites que nous avons vues précédemment, et qui exercent une activité indépendante qui relève du RSI, sachant que le RSI, le régime social des indépendants, est en cours d'intégration au sein d'URSSAF. Eh bien, ces personnes-là, qui relèvent donc du régime du micro-BIC et avec une activité indépendante relève du RSI, font l'objet du régime du microsocial, à savoir que les cotisations sociales sont déterminées de façon simplifiée par l'application d'un taux sur le chiffre d'affaires ou le montant des recettes réalisées. Sachant que les cotisations sociales sont calculées ainsi mensuellement ou trimestriellement. Alors, les taux applicables en 2018 sont les suivants, 12,8% ou 22% ou 6%, selon le type d'activité exercée. Eh bien, la nouveauté de la loi de finances est de préciser que ce régime du microsocial s'applique à toutes les personnes qui font application du régime du micro-BIC jusqu'à hauteur de 170 000 euros de recettes ou 70 000 euros de recettes. Autrement dit, on harmonise les limites du régime du micro-BIC avec celles qui concernent le microsocial. Ces personnes qui relèvent de ce qu'on appelle communément le régime de micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur, à savoir avec l'application d'un taux de cotisation sociale directement appliqué sur les cotisations sociales. Eh bien, ces personnes peuvent, si elles le souhaitent, en plus du microsocial, opter pour l'application du régime du microfiscal. Alors, le microfiscal, c'est le calcul de l'impôt sur le revenu directement sur le chiffre d'affaires ou le montant des recettes, avec un taux qui existe déjà depuis quelques années, depuis que le régime auto-entrepreneur a été mis en place, à savoir selon le type d'activité exercée, 1% ou 1,7% ou 2,2%. Alors je rappelle que pour relever de ce régime du microfiscal, qui consiste donc en l'application de l'impôt sur le revenu directement sur le chiffre d'affaires ou le montant des recettes, il faut que les contribuables concernés réalisent un revenu fiscal de référence qui ne dépasse pas 26 818 euros par part du foyer fiscal. Eh bien, lorsque ces personnes remplissent les conditions, elles peuvent donc opter pour ce microfiscal. Et ce que précise la loi de finances pour 2018, c'est simplement de dire que les personnes qui relèvent du régime du micro-BIC, jusqu'à hauteur désormais de 170 000
ou de 70 000 peuvent aussi faire application du microfiscal dans la mesure où elles remplissent les conditions qui concernent le revenu fiscal de référence par part. La quatrième disposition qui résulte de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a trait au relèvement de la CSG, la contribution sociale généralisée. D'une façon générale, la CSG est majorée 1,7 points pour l'ensemble des revenus, aussi bien les revenus d'activité que les revenus du patrimoine. Alors s'agissant des revenus du patrimoine, tels que notamment les bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et plus précisément les revenus qui sont issus de la location de meublés de tourisme, dès lors que ces revenus ne sont pas soumis à cotisation sociale, eh bien ces revenus sont soumis aux contributions sociales sur les revenus du patrimoine et ces contributions sociales sur le revenu du patrimoine, eh bien désormais s'élèvent au total à 17,2% au lieu de 15,5% du fait de la majoration de la CSG-CRDS de 1,7 points. Alors, cette mesure est concomitante avec la diminution de certaines cotisations sociales sur les revenus d'activité. Donc, cette majoration de la CSG-CRDS concerne notamment certains loueurs de chambres d'hôtes qui ne sont pas soumis à cotisation sociale parce qu'ils ont des revenus fiscaux faibles, ou encore les loueurs de meubles et tourisme dans la mesure où ils ne sont pas soumis à cotisation sociale, c'est-à-dire dans la mesure où ils ont un montant annuel de loyer qui ne dépasse pas 23 000 euros. La cinquième mesure, qui va bien au-delà d'ailleurs des prestataires d'hébergement chez l'habitant, concerne la réforme du RSI, ou plus précisément l'absorption du RSI, donc du régime social des indépendants, par l'URSSAF. Donc la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 procède à une intégration du RSI au sein de l'URSSAF. À terme, seules les URSSAF seront compétentes pour assurer le recouvrement des cotisations sociales auprès des personnes qui relèvent de ce régime social, qu'il s'agisse des personnes qui exercent une activité commerciale, artisanale ou libérale. Alors cette réforme concerne notamment, s'agissant des prestations d'hébergement chez l'habitant, cette réforme concerne notamment les loueurs de chambres d'hôtes lorsqu'ils doivent être affiliés auprès de l'ancien RSI, ou encore cette réforme concerne les loueurs de meublés de tourisme lorsqu'ils sont redevables de cotisations sociales. Alors sur le principe, cette réforme ne change pas les modalités de calcul et de paiement des cotisations sociales. De la même façon, les prestations sociales sont équivalentes, qu'il s'agisse de prestations d'assurance maladie ou encore des prestations d'assurance vieillesse ou également des prestations familiales. Sur ce point, la réforme que je présente ne modifie pas ces différents volets. La réforme vise principalement les modalités de recouvrement des cotisations sociales. À noter que, en matière de prestations, à partir de 2019, ce seront les caisses primaires d'assurance maladie, les CPAM, qui seront compétentes pour verser les prestations, en lieu et place des organismes conventionnés dont relèvent actuellement les indépendants. Dans le prolongement de cette réforme, il est prévu également que les retraites de base, à terme, seront liquidées par les CARSAT, c'est-à-dire les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, qui liquident les retraites actuellement pour les salariés. Eh bien, à terme, ce seront également ces caisses qui seront compétentes pour liquider et acquitter les retraites dont peuvent bénéficier les indépendants. Alors, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cette réforme, vous pouvez consulter le nouveau site internet qui vient d'être mis en place, qui s'appelle www.ccss.fr.
sécu-indépendant.fr. La sixième réforme a trait à la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, qu'on appelait communément l'ISF. Donc l'ISF est supprimé pour être remplacé par l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Les personnes disposant d'un certain patrimoine seront toujours redevables de cet impôt particulier, sauf que désormais, les biens taxés se limiteront aux seuls biens immobiliers, à l'exception des biens mobiliers qui ne sont plus dans le champ de cet nouvel impôt que l'on appelle l'IFI. Alors, le fait générateur de l'impôt est toujours le même, c'est le fait de détenir un patrimoine supérieur à 1 million, 1,3 million. Alors, les prestataires d'hébergement sont tout à fait concernés par cette mesure, puisque la question est de savoir est-ce que le loueur de meublés de tourisme dispose de biens immobiliers qui sont soumis à l'ISF, ou alors est-ce que les biens immobiliers loués en tant que meublés de tourisme peuvent être considérés comme des biens professionnels, sachant que les biens professionnels, aussi bien sous l'ancien ISF que sous le nouvel IFI, sont exonérés de cet impôt sur le patrimoine. Alors, la loi de finances pour 2018 précise que les biens qui sont loués en tant que meublés peuvent être exonérés de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, donc du fait qu'ils sont assimilés à des biens professionnels, dans la mesure où deux conditions sont remplies. Il faut d'une part que le montant annuel des loyers dépasse 23 000 euros, et il faut par ailleurs que le loueur retire de cette activité de location plus de 50% des revenus. Tout cela apprécié au niveau du foyer fiscal, sachant que les revenus qui sont pris en compte, ce sont les autres revenus professionnels réalisés par le foyer fiscal. Ces dispositions étaient également prévues selon le dispositif de l'ISF et elles sont reprises au sein du nouveau dispositif de l'IFI. À noter qu'au passage, on a supprimé l'obligation d'être immatriculé au registre du commerce pour que les biens en question soient considérés comme des biens professionnels et exonérés de l'IFI. À défaut de remplir les deux conditions que je viens de préciser, à savoir les 23 000 euros de loyer annuel, ou alors les 50% de revenus supérieurs aux autres revenus professionnels, à défaut de remplir ces conditions, les biens qui servent aux activités de location meublée sont considérés comme non professionnels et éventuellement soumis à l'IFI dès lors que le patrimoine dépasse 1,3 million au niveau de chaque contribuable. La septième mesure qui résulte également de la loi de finances pour 2018, qui avait déjà été instaurée par une loi de finances précédente, concerne l'obligation d'utiliser un logiciel certifié par les redevables de la TVA. Donc le législateur a prévu ce dispositif afin de lutter contre la fraude à la TVA et oblige les personnes qui utilisent des logiciels de caisse à ce que ces logiciels soient certifiés par l'administration pour éviter certaines manipulations qui ont pour effet que certaines recettes ne sont pas déclarées. À noter que cela ne vise que ceux qui disposent d'un logiciel de caisse, d'une part, et cela ne concerne que ceux qui sont redevables de la TVA. La huitième mesure concerne la taxe de séjour. Alors, la taxe de séjour en elle-même n'est pas fondamentalement réformée, comme il a été procédé en 2015. Le législateur a décidé d'adopter deux dispositions particulières qui font suite justement au développement des prestations d'hébergement par l'intermédiaire des plateformes numériques. Alors, la première disposition qui a été adoptée consiste à mettre en place
un montant majoré de taxes de séjour pour les hébergements en attente de classement ou sans classement. Implicitement, cette mesure vise essentiellement les loueurs d'hébergement qui utilisent des plateformes numériques françaises ou américaines et qui ne déclarent pas forcément les recettes en question. Eh bien, la loi de finances va donc majorer la taxe de séjour puisque son montant pourra varier entre 1 et 5% du coût d'hébergement par personne et par nuitée. L'objectif de cette mesure, c'est d'inciter les personnes à proposer des hébergements classés en étoiles pour qu'ainsi ces hébergements soient connus, notamment des pouvoirs publics. Et puis la deuxième disposition qui a également trait à la taxe de séjour est de prévoir une généralisation de la collecte de la taxe de séjour lorsque les locations se font justement par ces plateformes numériques. Dans cette hypothèse, les plateformes devront procéder systématiquement au prélèvement de la taxe de séjour. Et plus précisément, lorsque les plateformes encaissent les sommes d'argent payées par les consommateurs, les utilisateurs. Donc lorsque une plateforme est un intermédiaire de paiement, dans cette hypothèse-là, elle doit encaisser non seulement le prix de la location, mais également la taxe de séjour pour ensuite la reverser aux collectivités compétentes. Alors, ces deux dispositions doivent entrer à compter du 1er janvier 2019. La 9e mesure qui résulte de la loi de finances pour 2018 concerne les agriculteurs qui réalisent des activités touristiques sur leur exploitation. Alors, lorsque les agriculteurs réalisent des prestations d'accueil touristique, agritouristique, les recettes perçues ne sont pas des recettes agricoles, ce sont des recettes commerciales, qu'il s'agisse aussi bien de chambres d'hôtes, de gîtes ruraux, de meubles de tourisme, d'accueil dans le cadre de camping à la ferme. Donc en principe, lorsqu'un agriculteur perçoit ses recettes commerciales, il doit les déclarer distinctement. Sauf que lorsque l'agriculteur est au réel, qu'il s'agisse d'un exploitant individuel ou d'une société, cet agriculteur peut décider de rattacher les recettes commerciales aux recettes agricoles, dans la mesure où il relève d'un régime réel des bénéfices agricoles. Alors, ce dispositif existe déjà depuis plusieurs années, sachant que ce dispositif de rattachement est applicable dans la mesure où les recettes commerciales ne dépassent pas un certain montant. Et sur ce point, la loi de finances procède à un relèvement des limites de rattachement des recettes commerciales aux recettes agricoles. Jusqu'en 2017, le montant des recettes commerciales rattachables aux recettes agricoles ne devait pas dépasser ni 50 000 euros, ni 30% des recettes agricoles. Tout cela étant apprécié, toute taxe comprise. Et désormais, les agriculteurs, qui relèvent donc d'un régime réel des bénéfices agricoles, peuvent rattacher les recettes commerciales, notamment issues des activités de tourisme, dans les limites désormais de 100 000 euros, et non plus 50 000 euros, et 50%, et non plus 30%. Alors, un dispositif équivalent existe en matière de TVA. En principe, lorsqu'un agriculteur a d'une part une activité agricole et d'autre part une activité touristique, en matière de TVA, il devrait relever de deux régimes de TVA différents, sauf que si cet agriculteur est soumis à la TVA d'une part et que son activité touristique est également soumise à la TVA, il est prévu déjà depuis un certain nombre d'années un mécanisme de rattachement, de confusion, de globalisation du traitement de la TVA au sein du régime de TVA agricole. Et ce que prévoit la loi de finances pour 2018, c'est le fait que les limites de rattachement sont majorées, puisque désormais les agriculteurs peuvent rattacher
les recettes commerciales aux recettes agricoles en matière de TVA, dans les limites désormais de 100 000 euros et de 50%, et non plus dans les limites de 50 000 euros et de 30%.